13 heures, l'heure de votre édition. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue. Le président Alassane Ouattara a reçu hier vendredi au Palais de la Présidence de la République les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ils sont de la Turquie, du Botswana, de la Mauritanie, du Soudan et du Royaume de la Thaïlande. Nous en parlerons au tout début de ce journal. Dans le cadre du plan social du gouvernement, la Banque africaine de développement décide d'appuyer la Côte d'Ivoire à hauteur de 283 milliards de francs CFA. Engagement pris hier au cours d'une séance de travail entre une délégation de l'institution financière et le gouvernement de Côte d'Ivoire. On en parle dans 5 minutes. Ce 23 mars, l'on célèbre la journée mondiale de la météorologie. Le thème cette année, c'est le soleil, le temps, la terre. Le gouvernement annonce de fortes pluies. Il appelle à la libération des voies d'assainissement et d'évacuation d'eau pluviale. Vous entendrez la déclaration du ministre Amadou Kone. Allons-y tout de suite au Palais de la Présidence de la République où les ambassadeurs désignés du Royaume de Thaïlande, du Soudan, de Mauritanie, du Botswana et de la Turquie ont présenté hier leur lettre de créance au président Alassane Ouattara, plaçant leur mission sous le signe du renforcement des relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Awa Touré. Les relations ivoiro-turques se sont intensifiées depuis l'ouverture en 2009 de l'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire. Troisième ambassadeur résident en Côte d'Ivoire, Madame Ava Yonga Ocheri, entend contribuer au développement des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. I also would like to renforcer nos échanges économiques et aussi commerciaux pour le développement des pays émergents en Afrique. À ce jour, ambassadeur du Botswana au Nigeria et avec accréditation multiple dans les pays de la CEDEAO, Paul Batimanki Mposue place sa mission sous le signe du renforcement des relations de coopération entre le Botswana et la Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur des mines. Les relations bilatérales sont excellentes au niveau politique entre les deux présidents, mais nous devons renforcer davantage les relations au niveau économique. L'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, après la remise des lettres de créance, s'est engagé à œuvrer pour des aspirations, intérêts et objectifs communs avant d'indiquer que la Côte d'Ivoire et la Mauritanie sont liées par des relations historiques qui se sont renforcées au fil des 56 ans de coopération. En tant qu'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie ici en Côte d'Ivoire, je ferai mon possible pour y dynamiser davantage les relations qui lient nos deux pays dans tous les domaines de coopération, évidemment la coopération économique, sociale et commerciale. Diplômé de l'Université de Khartoum et de l'Institut de formation pour le service extérieur d'Islamabad, le nouvel ambassadeur du Soudan en Côte d'Ivoire s'est félicité de l'excellence des relations entre les deux pays. Je lui ai transmis les salutations de notre président et du peuple du Soudan au peuple de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à tout le gouvernement. L'ambassadeur du Royaume de Thaïlande veut pour sa part renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, notamment dans le domaine de la transformation du binôme café-cacao. Nous devons renforcer la coopération également au niveau du tourisme, car la Thaïlande a une certaine expertise dans ce domaine. Au thème de la cérémonie de présentation des lettres de créance au président Alassane Ouattara, les nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont reçu les honneurs militaires d'un détachement de 2 sections de la garde républicaine. 283 milliards de francs CFA, c'est l'apport de la Banque africaine de développement à la Côte d'Ivoire dans le cadre du plan social du gouvernement. L'engagement a été pris par l'institution financière au cours d'une séance de travail entre la délégation de la BAD et les membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre Amadou Koulibaly. La rencontre a eu lieu hier après-midi au sein de la primature dans la commune du Plateau en présence de notre reporter Sidonie Davila. Séance de travail à la primature, la BAD et le gouvernement en ressortent avec un sourire qui augure d'une bonne nouvelle.
En effet, la Banque africaine de développement décide d'appuyer la Côte d'Ivoire à hauteur de 283 milliards de francs CFA. Un montant alloué à 4 secteurs d'activité, les filets sociaux, la sécurité alimentaire, l'électricité pour tous, la jeunesse. Pour nous, en tant que la Banque africaine de développement, on a beaucoup de confiance en Côte d'Ivoire, beaucoup de confiance dans le leadership de l'excellence, Monsieur le Président. On est derrière lui pour tous les financements nécessaires et aussi son excellence, Monsieur le Premier ministre et tous les gouvernements. Mais aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre m'avait convoqué pour cette réunion de discuter un programme pour le Président. C'est un programme de développement social. Et ça, c'est vraiment très important parce que le chef de l'État voulait réduire le niveau de l'inégalité, créer d'emplois pour les jeunes, assurer la sécurité alimentaire, pour être sûr que le filet social est aussi bien couvert. Et ce sont les choses qui sont très importantes pour augmenter la qualité de vie de la population ivoirienne. Et donc, j'ai assuré, Monsieur le Premier ministre, que la Banque africaine de développement soutient ce programme très fortement. Et au niveau de la conceptualisation, au niveau de l'impact qu'on peut escompter de ce programme, et que la Banque africaine de développement va mettre à la disposition des gouvernements toutes les ressources nécessaires pour aider le gouvernement à avoir les résultats escomptés. La Banque vient de décider de s'engager à hauteur de 283 milliards de francs CFA. Cela nous permettra même, je pense, d'aller au-delà des 727 milliards de francs CFA qui auraient été programmés par le gouvernement. Donc je voudrais, au nom du chef de l'État, au nom du président Alassane Ouattara, dire merci au président de la Banque africaine de développement, qui nous a toujours accompagnés. Vous devez savoir qu'au cours des 3 dernières années, l'intervention de la Banque en Côte d'Ivoire a triplé. Et nous le devons donc au président de la Banque. Je voudrais à nouveau donc lui dire merci. Merci pour la reconnaissance du leadership du président. Et merci pour tout le soutien apporté donc à notre pays. 283 milliards de francs CFA, cet appui de la Banque africaine de développement représente 39% du budget alloué au programme social du gouvernement. Et juste après cette rencontre, Amadou Gon Coulibaly est allé lancer les travaux du pont de Cocody, un projet qui s'inscrit dans le cadre du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune ébriée. Ce pont d'1,5 km va relier les communes du Plateau et de Cocody. Il va coûter 77,5 milliards de francs CFA. Jean-Louis Gbangbo. Des coups de pelle qui marquent le démarrage officiel des travaux de construction du pont entre les communes de Cocody et du Plateau. Dans 24 mois, cet ouvrage d'une longueur totale de 1500 mètres fera partie du paysage de la ville d'Abidjan. Un ouvrage d'envergure dont les retombées socio-économiques sont indéniables. La réalisation de cet ouvrage d'art va, en un point douter, ajouter de la valeur au charme de la perle des lagunes. Il permettra aussi de créer une liaison directe entre les communes de Cocody au niveau de l'église Saint-Jean et du Plateau au niveau de la cathédrale Saint-Paul, de réduire de manière substantielle le trafic transitant par le carrefour de l'Indénié, actuellement saturé aux heures de pointe, de faciliter la mobilité des travailleurs à faible revenu en créant des accès directs pour les piétons et les cyclistes entre les communes de Cocody et le Plateau. Un pont principal de 630 mètres, dont 200 mètres à haubans, 2 viaducs, 2 échangeurs et des murs de soutènement, sans compter les terrassements et les travaux routiers. Cet ouvrage coûtera 80 milliards de francs CFA. Principal bailleur de fonds, la Banque islamique de développement. Nous essayons chaque fois de matcher les ambitions de nos pays. Ce projet est ambitieux et nous apprécions cette ambition. C'est une contribution modeste que nous considérons que le plus important dans ce cadre de programme, c'est avant tout le capital humain, c'est le savoir-faire. À sa livraison, le pont Cocody Plateau devrait accueillir 29 000 véhicules par jour. Un projet qui vient s'ajouter à plusieurs autres en cours de réalisation et qui contribue au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Notre pays, qui s'est résolument engagé sur la voie de l'émergence, s'emploie à intensifier la modernisation de ses infrastructures en général et de ses infrastructures routières en particulier. Pour donner toutes les chances à la réalisation de ce dessein, il nous faudra tous œuvrer
à la préservation du climat de paix, propice à la bonne conduite de tous ces projets et à attirer les investisseurs. Des projets qui contribueront à la compétitivité des entreprises et de l'économie ivoirienne. Le Premier ministre a levé un point de voile sur d'autres projets de construction d'infrastructures routières. En ce qui concerne la ville d'Abidjan, de nouveaux projets majeurs contribuant au renforcement des infrastructures de transport et à l'amélioration de la mobilité urbaine seront lancés dans les tout prochains jours. Il s'agit de la construction de l'échangeur du carrefour Akwaba, la construction de la voie de contournement dénommée Y4, la construction des échangeurs de la Riviera 3 et de la Palmeraie. Notons que la construction du pont Cocody Plateau, confiée à l'entreprise China Road and Bridge Corporation, CRBC, rentre dans le cadre du grand projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. On y va maintenant pour cette inauguration, celle du réseau informatique douanier pour le transit régional de la CEDEAO. C'est un projet qui entend utiliser les TIC pour faciliter les échanges, les transports et la libre circulation des marchandises dans l'espace CEDEAO. L'objectif étant de partager les données en temps réel, améliorer les délais d'attente et d'accroître les revenus par la réduction des coûts du transit et des transports. Lancine Bakayoko y a assisté pour vous. Cette interconnexion des systèmes informatiques vise à fluidifier la circulation des marchandises sur les différents corridors routiers ouest-africains à travers la mise à disposition par voie digitale d'informations au bureau de douane sur les cargaisons en transit d'un État à un autre. Une heureuse initiative au regard des importants dysfonctionnements révélés par le diagnostic. Ils ont pour nom tracasserie routière, prélèvement illicite, redondance et complexification d'acheminement des formalités, la difficulté pour les transporteurs. Cette nouvelle base de données douanières régionales décentralisée devrait donc accélérer les mouvements de marchandises au sein de l'espace communautaire ouest-africain. Il s'agit d'améliorer l'efficacité des procédures de transit, de simplifier et sécuriser les opérations, de renforcer les moyens de prévention et de détection de la fraude, de permettre un échange électronique des données de transit. Pourtant, cette application harmonisée des contrôles aux frontières, impulsée par la CEDEAO, n'est qu'une étape. L'interconnexion que nous lançons doit être très rapidement étendue à la voie ferrée, afin de parachever le processus au risque d'assister à un détournement du trafic de la route vers le chemin de fer. Cette importante infrastructure partagée par les douanes devrait contribuer positivement au renforcement de l'intégration et à la compétitivité des économies à travers principalement l'amélioration de l'environnement des affaires, l'augmentation et la sécurisation des recettes douanières. Je voudrais donc encourager la CEDEAO à veiller au suivi de cet important outil à travers des évaluations et des recadrages périodiques nécessaires à son adaptation aux mutations du commerce international, facteur essentiel pour garantir son efficacité et sa durabilité. Le projet d'interconnexion au sein de la CEDEAO a été lancé au début des années 2000. Le SIGFIP, c'est le système intégré de gestion des finances publiques, un système qui a été mis en place par la Direction générale du budget et des finances. Il permet aux services techniques des acteurs du circuit de la dépense publique d'exécuter de façon diligente les crédits qui leur sont alloués. À Dabakala, les administrateurs ont été formés récemment à l'élaboration du budget de l'État et l'exécution de la dépense publique. Reportage RTI Boaké, Kader Sogodogo. Dabakala, département de la région du Hambol. Dans les locaux de la préfecture et de la sous-préfecture, les acteurs du circuit de la dépense publique du département sont formés au système de gestion des finances publiques SIGFIP, une initiative de la Direction générale du budget et des finances. Il s'agit d'outiller les administrateurs et leurs collaborateurs à l'exécution de façon diligente des crédits qui leur sont alloués. Cela va leur permettre d'être au même niveau d'exécution de leur budget que les autres localités déjà connectées
au réseau SICFIP. Et à la fin de ce mois de mars, nous aurons 85 localités qui seront connectées au réseau SICFIP. 82 participants des différentes administrations du département ont pris part à la formation. Ils expriment leur satisfaction. Lorsque nous demandions du matériel de bureau, pourquoi est-ce que ça mettait du temps à nous parvenir, mais grâce à cet atelier, on nous a montré les différents processus. Nous qui sommes les collaborateurs, nous devons aussi participer à l'élaboration des projets sur le budget de l'année dans les centres où nous sommes. Alors la préoccupation majeure des administrateurs de crédit, donc des chefs de service, a porté essentiellement sur la faiblesse des crédits budgétaires qu'ils ont pour faire fonctionner leur service. Donc d'année en année, les charges de l'État augmentent, d'où la difficulté pour l'État de satisfaire au mieux les exigences des services et des chefs de service. La formation des acteurs de la dépense publique du département de Dabakala sur l'élaboration du budget de l'État et l'exécution de la dépense publique à travers le SICFIP s'est déroulée sur 4 jours et a pris fin par une remise de diplômes aux participants. Nous sommes le 23 mars et le 23 mars de chaque année, l'on célèbre la journée mondiale de la météorologie. Une célébration qui vise à favoriser la collaboration internationale afin d'assurer des services météorologiques et hydrologiques nationaux, en faisant en sorte que ces services soient appréciés à leur juste valeur. Le thème cette année, c'est le soleil, le temps, la terre. De fortes pluies sont annoncées en Côte d'Ivoire. L'État appelle donc à la libération des voies d'assainissement et des canaux d'évacuation d'eau pluviale. La déclaration du ministre des Transports au micro de Francis Boifo. Ces 3 dernières années, 88% des usagers des services de la météorologie de la Sodexam en Côte d'Ivoire étaient dans les secteurs de l'agriculture, des assurances, des travaux publics, la recherche et l'énergie. Les échanges d'informations ont porté sur les phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations ou le vent. Quelques caractéristiques du climat national en 2018. Le réchauffement de la température en Côte d'Ivoire d'environ 1,1 degré Celsius par rapport à la moyenne depuis 1961. L'année 2018 est la deuxième année la plus chaude enregistrée dans notre pays depuis 58 ans. Des déficits pluviométriques de 42% ont été enregistrés à l'est de la Côte d'Ivoire et un excédent pluviométrique de 30% pour le centre et le nord-ouest. Un décalage du calendrier agricole dû aux effets des changements climatiques avec une réduction des saisons culturales respectivement de 20 jours à Odiéné et à Abidjan, et 30 jours à Bouaké depuis 1980. Tenant compte du thème de la célébration de la journée météorologique mondiale cette année, à savoir le soleil, le temps et la terre, le gouvernement annonce l'amélioration des services météorologiques et climatiques aux usagers. Cette amélioration consiste d'une part à la mise en place d'un système de vigilance, d'alerte, afin de réduire les risques de catastrophes naturelles et améliorer la résilience des secteurs économiques face au changement climatique, et d'autre part, à l'acquisition de radars météorologiques pour le suivi en temps réel des phénomènes climatiques afin d'informer les autorités dans les délais raisonnables et de faciliter la prise de décision. De fortes pluies sont annoncées cette année, selon le ministre des Transports. Et pour éviter que nous n'enregistrions des dégâts matériels et humains à la hauteur de ceux que nous avons connus en 2018, je lance un appel pressant à l'ensemble de nos concitoyens pour l'observance des mesures et dispositions prises par le gouvernement, à savoir la libération des voies d'eau et d'assainissement, la libération des zones non constructibles et le suivi régulier des prévisions météorologiques. Au cours de la période mars-avril-mai, il est prévu une hausse de 5% de pluviométrie par rapport à 2018 sur la même période. Les cumuls moyens de 1981 à 2010 sont compris entre 300 et 500 mm d'eau.
Un champ captant, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est un ensemble d'ouvrages de captage prélevant l'eau souterraine d'une même nappe. Il joue un rôle important dans l'approvisionnement d'eau potable dans les ménages. Ici à Abidjan, une vingtaine de forages sont abandonnés à cause des agressions par les populations et les activités des opérateurs économiques. Un phénomène qui, à la longue, peut conduire à des pénuries d'eau potable. N'est-ce pas, Francis Boifo? Voici ce qui reste du champ captant Adjamé Nord dans la commune d'Atekoubé. Ce site transformé en pâturage regroupait 6 ouvrages de captage d'eau potable souterraine, encore appelés forages. L'Office national de l'eau potable ONEP a été obligé de l'abandonner après des analyses qui ont prouvé la pollution de l'eau des forages par des produits chimiques du fait de l'activité humaine. À Adjamé Makassi et à Abobo, non loin de l'université Nangui à Brougoua, plusieurs autoforages pourraient être abandonnés à la longue. Les sites sont agressés par des opérateurs économiques et des habitations. Le périmètre rapproché est défini comme étant une zone située dans un rayon de 120 mètres autour du forage. Et ce que vous constatez, c'est que tout autour, c'est des construction des habitations et il se trouve que ces systèmes d'assainissement ne permettent pas une étanchéité des eaux usées reçues des habitations. Et donc ces eaux vont contribuer à la dégradation de la qualité de l'eau du forage. Il y a un surcoût de traitement. Quelquefois, on sera même obligé d'abandonner le forage parce qu'on ne sera plus en mesure de pouvoir traiter cette eau. Une vingtaine de champs captants abandonnés au total à ce jour, selon l'ONEP, dans le district autonome d'Abidjan. Pourtant, un code de l'eau existe depuis 1998. Il prévoit des mesures de protection des ouvrages et des sanctions. Il nous est arrivé de détruire certaines clôtures qui empêchent l'exploitation de ces champs captants-là. Il faut lancer un message d'éducation vers l'ensemble de tous les acteurs, ceux qui occupent les sites, ceux qui donnent les autorisations d'occuper ces sites, de se référer à la loi. Parce que si nous ne prenons garde, nous allons mettre donc en difficulté les populations ivoiriennes. Aujourd'hui, l'eau, c'est la vie. Toute action qui va à l'encontre de la préservation de la ressource qu'est l'eau potable doit être combattue. La vingtaine d'ouvrages abandonnés, c'est plus d'1 million de personnes privées d'eau potable. Quand on sait qu'un forage dessert 50 000 personnes par jour avec une capacité de 5 000 mètres cubes jour. L'eau et l'agriculture, une combinaison qui marche. L'agriculture ivoirienne, une fierté pour le pays qui vient d'obtenir la certification du beurre de karité dans 2 régions, à savoir le Tchologo et le Bonkani. Une performance reconnue et saluée à New York lors de la 63e session de la Commission de la condition de la femme. Les précisions de Clément Boko. Le karité de Côte d'Ivoire au cœur des échanges de la 63e session de la Commission de la condition de la femme. À New York, experts, productrices, acheteurs et ONG ont reconnu les avancées en matière de transformation du karité, un produit qui pousse à l'état sauvage. Aujourd'hui, grâce au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et l'ONU Femmes, les actrices de la filière sont organisées, réduisant ainsi la pénibilité du travail. Les normes internationales sont des barrières à l'entrée de nombreux produits africains dans le marché international. Et la seule façon de relever le défi a été de former les femmes aux bonnes pratiques du ramassage des amandes de karité et au séchage. Le résultat ne s'est pas fait attendre. En 2018, la Côte d'Ivoire obtient la certification biologique du beurre de karité. Quelque chose d'absolument formidable lors de cette certification. On a pu produire avec l'eau du karité qui est jetée normalement, qui est un déchet. L'eau du karité fait du charcoal, fait du charbon bio. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Ça signifie que toutes ces femmes peuvent être multimilliardaires parce qu'elles vont être à la COP 23, 24 pour défendre que, attention, nous, au niveau de la taxe carbone, nous la voulons parce que nous agissons directement sur un produit qui va aider à ne plus couper les arbres. Rendre les femmes indépendantes financièrement, c'est possible. Et les perspectives de richesse dans le beurre de karité étant immenses,
La ministre Ramata Ly Bakayoko et son équipe envisagent d'accompagner ces femmes sur le marché, tant sur le plan national qu'international. Le temps est donné avec la certification du beurre de karité dans les régions du Kyologo et du Gontougo. Reste maintenant à toucher toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire pour une réelle autonomisation des femmes. La RTI et Orange Côte d'Ivoire, main dans la main pour le bonheur des populations. Les deux structures viennent de conclure un partenariat. Désormais, les programmes de la télévision nationale sont accessibles sur la TV d'Orange, de quoi permettre aux téléspectateurs de suivre leurs émissions préférées à partir de leur téléphone portable, partout et en tout temps. Les explications de Serge Collier. Il est désormais possible de suivre les programmes de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, via le réseau téléphonique d'Internet à haut débit de la TV d'Orange. Le partenariat entre les deux structures a été officiellement scellé ce vendredi 22 mars à la Maison de la télévision à Cocody. Directement de l'application, en quelques clics, vous pourrez choisir un pass jour, semaine ou mois et sans frais complémentaires accéder à tous vos contenus en tout temps. Donc vraiment c'est la nouveauté et c'est le but de ce partenariat. C'est aujourd'hui un changement dans les habitudes, c'est aujourd'hui on va dire plus de disponibilité par rapport à nos contenus qui seront suivis en live par l'ensemble des téléspectateurs qui ont montré de l'appétence pour ce genre de contenu-là. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, se félicite de ce partenariat. Nous offrons à tous les Ivoiriens, à toutes les populations, aux populations du monde entier, aux Ivoiriens qui sont à l'autre bout du monde, de pouvoir avoir accès au contenu de la RTI et surtout avoir le choix de l'élément qu'ils veulent écouter ou regarder. Nous songeons à avoir un partenariat justement sur la production et la coproduction en fait, d'émissions communes que nous pourrons diffuser, qui seront diffusées tant sur la RTI que sur la TV d'Orange, que vous bien entendu, dont vous disposez tant sur le fixe à travers la fibre d'Orange que sur vos terminaux, smartphones et tablettes en totale mobilité. La RTI et Orange Côte d'Ivoire ont réaffirmé leur volonté commune de promouvoir via le digital les programmes et contenus nationaux. À l'initiative de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, une étude de sondage d'audience et de l'image des radios confessionnelles sur l'ensemble du territoire vient d'être réalisée. Résultat, la radio Al-Bayan est la radio confessionnelle la plus écoutée en Côte d'Ivoire. Elle est suivie des radios chrétiennes Fréquence Vie et Radio Espoir. Les détails du classement avec Issa Chonayeo. Le poids des 18 radios confessionnelles en Côte d'Ivoire, en termes d'audience et d'image, est désormais connu. Selon une étude de sondage commanditée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, 3 radios confessionnelles tirent leur épingle du jeu. Dans le district d'Abidjan, la radio musulmane Al-Bayan vient largement en tête avec 58,1% d'écoute, suivi des radios chrétiennes, Radio Fréquence Vie, 26,6% et Radio Espoir, 23%. Concernant l'utilité des radios confessionnelles en Côte d'Ivoire, 79,1% des personnes interrogées estiment qu'elles jouent un rôle important dans l'environnement des médias. Toujours selon cette étude, 89,6% des femmes écoutent les radios confessionnelles contre 85,4% d'hommes. Les responsables de ces radios confessionnelles saluent la qualité du travail effectué. Pour le président de la ACA, cette étude, au-delà des résultats, vise à amener les professionnels des radios confessionnelles à prendre en compte les attentes des auditeurs. Le vrai objectif que nous visons à la ACA, c'est d'amener les opérateurs que vous êtes à être attentifs aux attentes de votre audience. C'est cela l'essentiel. Car en cette période de mutation rapide et profonde, il est important de se souvenir qu'à la fin des fins, la satisfaction de votre audience est l'ultime instance de validation de vos choix éditoriaux. Autrement dit, il nous faut écouter ceux qui vous écoutent. Cette étude s'est tenue du 2 au 12 décembre 2018. Elle a concerné un échantillon de 1500 personnes à travers le pays. Cette étude permet surtout à la ACA de se faire une idée de l'impact des radios confessionnelles en Côte d'Ivoire.
Qui participera à la grand-messe du foot africain en Égypte? Les derniers billets pour la CAN 2019 sont en jeu ce week-end. La dernière journée des éliminatoires entre les éléphants de Côte d'Ivoire et l'Amavubi du Rwanda sera disputée ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny dans une ambiance bon enfant. Déjà qualifiée, la troupe de Kamara Ibrahim pourra célébrer sa qualification avec la population ivoirienne. Ce sont des éléphants sereins et débarrassés de toute pression qu'on a pu observer lors des séances d'entraînement du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Un enthousiasme qui devra pourtant se déposséder de toute suffisance. Même si la qualification pour la CAN est déjà acquise, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de donner le meilleur pour rester sur sa bonne dynamique et marquer les retrouvailles avec son public du stade Félix Houphouët-Boigny. Face aux Amavubi, les éléphants doivent présenter un visage rassurant et redorer leur blason de nation joueuse sur le continent africain. Ils n'entendent pas se défaire de ce statut, surtout face à des Rwandais qu'ils avaient dominés 2-1 à l'aller sur leurs installations. Une avance psychologique dont va se prémunir le commando d'Ibrahim Kamara pour continuer sur la voie de la victoire. Avec 8 points. Et à 3 longueurs du leader, la Guinée, le technicien ivoirien pourrait profiter de cette dernière journée pour faire tourner son effectif. Des jeunes internationaux qui n'ont pas l'habitude de jouer depuis sa prise de fonction en septembre dernier pourraient avoir leur chance. Le technicien ivoirien dispose d'un beau monde pour aligner une équipe complémentaire sur toutes les lignes. Même si terminer désormais en tête de la poule H est une mission difficile, mais pas impossible, il s'agit pour Serge Aurier et ses camarades de terminer la campagne en beauté afin de maximiser leurs chances pour être tête de liste à la CAN 2019, dont le tirage au sort aura lieu le 12 avril prochain. Et il faut rappeler que la FIF, la Fédération ivoirienne de football, a décidé d'offrir gracieusement les tickets pour le match de ce jour, Côte d'Ivoire-Rwanda, et pour celui du mardi prochain, Côte d'Ivoire-Libéria. Les tickets sont à retirer notamment à la FIF, au stade Champrou, dans les mairies d'Abobo et d'Adjamé. En Chine, 64 personnes tuées. C'est le nouveau bilan de l'explosion de l'usine chimique de Yangcheng. 28 personnes toujours portées disparues. Cet accident industriel survenu jeudi est parmi les plus graves de l'histoire du pays. L'explosion, d'origine inconnue, a provoqué une énorme boule de feu de plusieurs dizaines de mètres de haut. Des habitations ont été dévastées sur plusieurs kilomètres à la ronde. Et puis pour terminer, l'annonce était largement attendue. Après la Maison-Blanche la veille, les forces démocratiques syriennes ont proclamé ce 23 mars la chute du dernier territoire tenu par le groupe État islamique en Syrie dans le village de Barouz. Alors que des explosions ont encore été entendues la veille à Barouz, localité syrienne proche de la frontière irakienne, les forces démocratiques syriennes parlent de la totale élimination du soi-disant califat et d'une défaite territoriale à 100% du groupe État islamique. C'est la fin de ce journal, mais nos programmes se poursuivent. Restez donc en notre compagnie. Bon week-end sur la chaîne qui rassemble et n'oubliez pas, rendez-vous tout à l'heure à 17h au stade Félix Houphouët-Boigny pour la victoire des éléphants.